bonsoir partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de venir chez vous pour ce nouveau numéro de magazine Data Market où nous allons parler de l'entrepreneuriat dans tout ce qui est E20. Et là, nous sommes dans une très grande boîte ici en RDC reconnue mondialement. Mais avant de vous présenter notre invité de ce soir, permettez-moi de vous dire merci parce que vous nous suivez de partout. Et là, en Angola, à Luanda, vous suivez le magazine Data Market. Vous nous suivez en Angola, vous nous suivez en Zambie, au Rwanda. Vous nous suivez en Afrique du Sud, vous nous suivez partout en Afrique. Merci de vos messages et de vos soutiens. Vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez dans le Deux-Kassai, vous nous suivez à Bongandanga, vous nous suivez dans le Lualaba. Merci de nous suivre en Europe. Vous nous suivez en Asie, en Australie. Et en même temps, vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Symphorien Katende en direct, ou allez aussi vous abonner sur notre page YouTube Symphorien Katende TV, ou nous suivre sur le bouquet Orao Telecom et nous suivre aussi sur Easy TV. Vous êtes à Dallas, là où nous avons de la famille à notre bastion. Merci de nous suivre. Et sans plus tarder, permettez-moi de saluer notre invité de ce soir. Bonsoir Alain Yave. Bonsoir Symphorien. Alain Yave est CEO de Pigma Communication. Comment va Pigma Communication? En 2019, Pigma Communication est debout. On est quand même là depuis plus de 15 ans. On aura 15 ans cette année. Et nous sommes super excités lorsqu'on pense aux 15 années à venir. Voilà, très chers téléspectateurs, nous parlons de lutter contre la pauvreté par la création de richesses. Et cet exercice passe par des activités professionnelles bien assises. Aujourd'hui, vous verrez sur Facebook, sur WhatsApp, sur n'importe quel réseau social, parler d'events, de communication, des jeunes qui s'élancent. Mais là, on vient avec un professionnel, vous en entendez, Pigma, 15 ans, et il va partager son savoir. Alain Yave, lorsqu'on parle des ventes, qu'est-ce que nous devons comprendre? On fait de l'événementiel, mais je dois préciser que l'événementiel n'est qu'une petite partie de ce que nous faisons. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on communique. Et on communique à travers les supports requis pour communiquer, passer notre message. Et bon, essentiellement, c'est à travers de la télévision, à travers de la publicité, à travers les médias en outdoor, à l'extérieur, ainsi de suite et tout, et à travers l'événementiel, entre autres. Donc, voilà quoi. Donc, l'événementiel, c'est communiquer à travers un gros show, un gros événement ou un petit événement où nous avons un message à passer parce que nous communiquons et on le fait à travers une activité en live, en fait. Voilà, vous l'avez si bien dit que ce que nous parlons est une infime partie de ce que vous faites. S'il fallait mieux présenter Pigma Communication, qu'est-ce que nous devons dire? Le nom aide un peu. Pigma Communication, c'est un peu à la base de ce qu'on fait. Au départ, en fait, on était juste une agence de pub. Et voilà quoi. Et avec le temps, de manière un peu naturelle, de manière un petit peu organique, on s'est étendu pour couvrir différents secteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on me pose la question, c'est un peu difficile à nous limiter quelque part. Je parle un peu plus de multimédia que tout simplement de communication. Et voilà quoi. Donc à la base, c'était juste une agence de pub. C'est un peu j'avais une expérience dans la publicité naturellement. Et dans la publicité, ce qu'on faisait, c'est que notre rôle en tant qu'agence de pub, c'était bâtir les marques de nos clients. Et là, c'était très très commercial. La plupart de nos clients, c'était des clients avec des besoins en marketing et en communication de leur marque. Ils avaient besoin de bâtir leur marque dans le marché. Là, on parle de brasserie, de bière, on parle de télécom, on parle de compagnies de télé et autres. Et c'est un petit peu ça la base. Donc, on était une agence de pub. Et donc, les ressources requises pour justement gérer une agence de pub, c'était avoir une bonne compréhension marketing, parce qu'il faut comprendre le consommateur, et comprendre le client, comprendre son produit, comprendre sa problématique marketing, et puis apporter une solution de communication pour l'aider à y répondre. Par exemple, un des gros clients au début, c'était Bralima, une belle marque, Primus. Et Primus était en chute contre Skoll. Skoll était au top. Primus avait des problèmes en fait vis-à-vis de Skoll.
Et donc, on a travaillé ensemble, on s'est dit, mais tiens, il faut repositionner la marque, il faut se repositionner différemment. Et la communication a fait la campagne qu'on a sortie avec Werason, changement de fréquence, et puis toute une série de campagnes avec JB, et ainsi de suite. Et le résultat s'est vu tout de suite parce que les parts de marché de Primus ont pris le dessus. Donc ça, c'était notre métier à la base. Marketing, communication de marque. Ensuite, on a réalisé que la communication de marque était un peu trop petite pour nous. C'était bien, ça payait les factures, mais il fallait être plus grand. Et le marché était relativement petit. Alors, on a commencé à créer des services corollaires un petit peu à la communication. Et donc, on a créé le service de relations publiques dans lequel c'est encore de la communication, mais au lieu de vendre une marque, c'est de la communication beaucoup plus institutionnelle, hein, à travers les médias, à travers la presse, bâtir la réputation de certains clients et autres. Donc ça, on s'est développé un petit peu dans ça. Et puis on s'est dit, si on écrit la pub, parce que lorsqu'on fait de la com, on écrit la pub, on le met en télé, on le met sur des affiches, on le met à la radio. On s'est dit, mais on peut aller plus loin que ça. Pourquoi pas commencer à réaliser nous-mêmes nos propres pubs. Parce qu'au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait venir des réalisateurs et différentes équipes et autres. On s'est dit, mais tiens, réalisons nos propres pubs. Pourquoi pas? Et pour le faire, on a été recruté localement. Donc, on a pris des jeunes qui avaient envie, qui avaient de la créativité, qui avaient du talent. On les a mis devant des machines, devant des caméras et devant autre chose. Et on a continué à faire venir les expats au début. Mais à travers le temps, ces jeunes gens-là ont appris. On les a envoyés étudier à l'étranger. Ils se sont améliorés. Et puis, à un moment, on n'avait plus besoin d'expats. Et donc, on a créé la partie production. On a commencé à produire nous-mêmes. Mais au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on produisait les pubs nous-mêmes. On produisait des pubs. Et puis, on s'est dit, mais tiens, au lieu de produire que des pubs, pourquoi est-ce qu'on ne communiquerait pas différemment? Et là, c'est pour Vodacom, en fait, sur le coup. Ouais, s'ils faisaient de grosses campagnes de pub avec nous et ainsi de suite et tout. Et puis, on leur dit, mais tiens, il y a une autre façon de parler au public. Au lieu de lui faire de la publicité dans laquelle Vodacom dit achetez mon réseau parce qu'il est le plus bon, il est le meilleur, il est le plus grand, ainsi de suite et tout. On dit il y a moyen de communiquer différemment, entrons dans leur maison, créons des émissions parce qu'à travers les émissions, ils vont nous inviter chez eux, ils vont nous inviter dans leur salon. Et donc là, on a changé, on a commencé à faire de la télé. C'était un peu l'époque où la vague de la télé-réalité commençait à prendre, The Voice à l'extérieur et autres. Et nous, et c'est là qu'on est parti, quoi. On a fait Miss Vodacom, on a fait Best of the Best. Et là, en fait, on a développé de nouvelles façons, de nouveaux talents, en fait. On a appris à faire de grands shows. On a appris à préparer un plateau pour une émission de télé, l'éclairer, tout ce qui est son, tout ce qui est déco, tout ce qui est rédaction. On a appris à le faire, en fait, hein, sur le tas. Pareil, un petit peu, au début, on a fait venir quelques expats, et puis après quelques temps, on a appris à le faire. Ces émissions, quand elles sont faites 100% localement, en fait, aujourd'hui. Voilà, et puis on s'est dit, mais tiens, puisque lorsque je fais Best of the Best, pendant 12 semaines, tous les soirs, j'ai un concert. Parce que c'est à peu près ça, c'est un concert de haute qualité, en son, en image. On s'est dit, pourquoi pas organiser de grands shows aussi, parce qu'on sait le faire. On sait organiser le show, on sait filmer, on sait le packager, on sait faire de l'animation parce qu'on a développé un département de 3D. Donc on savait tout. Et alors autour de tout ça, on a mis tout ce que nous apprenons à faire petit à petit. On a mis autour d'un métier que j'appelle multimédia. Et puis le dernier secteur, c'est que de nos jours, c'est un gros accélérateur, c'est le digital. On s'est rendu compte lorsqu'on faisait nos émissions de télé que c'est bien qu'à passer à la télévision, mais qu'en fait, on avait beaucoup de retours positifs sur le digital. Alors, lorsqu'on a fait Miss Vodacom, la première saison, 2010-2011, il n'y avait pas beaucoup de gens, et que le digital est encore petit comme ça, on avait 50 000 followers organiques. Et c'était magnifique parce que du point de vue de télévision, lorsque je montais une émission, j'avais le retour des gens qui disaient qu'ils aimaient ceci, qu'ils n'aimaient pas cela, et ainsi de suite. Et on a réalisé que c'était une grosse plateforme. On pense que c'est réellement le futur de l'industrie dans laquelle nous sommes. Mais bon, pour répondre simplement, on est multimédia. Voilà. Très bien dit, vous êtes multimédia. Il y a un mot qui revenait souvent dans vos propos, marché, marché, marché. Ma question est à deux volets. Premièrement, comment identifions-nous un marché dans le multimédia? Comment ça s'est fait? Et puis de deux, pouvez-vous analyser le marché actuel du multimédia, de la communication, selon Pigma Communication? Écoutez, un marché, je l'analyse comme un entrepreneur. Voilà. Pour un entrepreneur, les choses sont relativement simples.
Si je peux acheter à X et vendre à Y, j'ai créé de la valeur, j'ai créé de l'argent, j'ai créé des emplois et ainsi de suite. Donc c'est la base. L'autre truc, c'est savoir ce qu'on a à offrir en fait. Je ne vends pas des briques, il y a des gens qui ont de meilleurs architectes que moi. Nous, ce qu'on fait, on a des compétences en communication, en réalisation, en production, en événementiel. Donc on connaît un petit peu nos compétences. Et puis à part ça, bon, c'est regarder un petit peu le marché, se dire qui aurait besoin de nos compétences et pourquoi, qu'est-ce qu'on a à leur offrir, qu'est-ce qu'on a à leur offrir mieux que d'autres. Et voilà, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient payer 10 ou 20 dollars chez moi, qu'est-ce que j'ai à leur offrir et qui mériterait qu'ils payent pour, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que le marché se présente. Maintenant, la situation du marché actuel, de la com, le marketing, c'est le premier budget que les gens coupent lorsque le business va mal. Donc lorsque les 3-4 dernières années, notre économie a fait ceci, on a vu les budgets se serrer, ils se réveillent de plus en plus. Hein, je crois qu'il y a un petit éveil comme ça et tout, on ne dort pas. On bosse sans arrêt. Le marché de la com, on va dire, je vais aller de mon historique. Tout à fait. Lorsqu'on a commencé à 15 ans, le marché était quasi mort. Il était quasi inexistant. Tout le monde qui avait un ordinateur et qui savait dessiner se positionnait comme dans le marché de la com, un petit peu. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a dit, tiens, je pense que la com, s'il faut la faire, il faut la faire dans les standards corrects et le faire correctement. Et de ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le matériel qu'il fallait, on a mis les compétences qu'il fallait, local, international et tout. Donc on a créé en fait, on a montré que c'était possible de faire de la communication correcte en RDC. Résultat, et on est très ciblé parce qu'on savait que ce qu'on faisait, c'était un travail de qualité, donc ça demandait des personnes qui avaient le budget pour le faire. On a été très focus, on a ciblé les multinationales. Et ça a marché pour nous en fait, les multinationales ont répondu, ils ont mis des budgets décents, et lorsqu'ils mettent des budgets décents, ça nous a permis de faire du travail décent, de recruter des gens corrects et de les rémunérer correctement. C'est un peu ça le marché avant. Donc je pense qu'à travers ce qu'on a fait, ça a donné une certaine impulsion, le marché s'est développé, la com c'est un métier relativement sexy on va dire, et donc beaucoup de jeunes ont été attirés. Et l'avantage avec la com, c'est que bon, du talent, une machine, on peut déjà commencer. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi et je crois que le marché s'est développé. Lorsqu'on a commencé, les compétences étaient rares. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, au coin de chaque rue, il y a quelqu'un qui a un vrai potentiel de la com. 15 ans plus tard, beaucoup d'agences se sont créées justement parce que ça a donné cette impulsion, que ce soit certaines plus grandes, d'autres plus petites, mais beaucoup d'agences se sont créées. Ce que ça entraîne, c'est que lorsqu'on a commencé, et du côté des clients et du côté des agences, les compétences étaient rares. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'interfaces. C'est important d'avoir en face de soi quelqu'un qui comprend la valeur de la com et qui est prêt à mettre le budget quand c'est nécessaire, et ainsi de suite. Voilà quoi. Donc pour moi, je pense que c'est un marché en ébullition, en développement. Je pense que le digital est un facteur très 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 important parce que grâce au digital, il a permis au marché d'exploser un petit peu. Un bête exemple, il y a 15 ans, si j'avais 20 ans et que j'avais envie de lancer un album sur le marché, il fallait que je cherche un producteur, que je lui envoie mon CD, et il fallait qu'il ait envie d'écouter mon CD et puis qu'il dise que j'aime. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, j'ai une belle chanson, je l'enregistre sur ma machine ou bien sur la machine de fortune de mon ami. Il y a un pote qui vient, qui filme avec son téléphone. Il s'est un petit peu monté. Demain, je passe sur YouTube, sur Facebook. Ça passe un petit peu en boucle. Les gens commencent à aimer. Finalement, Trace me remarque et puis je suis parti. Donc, on est dans un marché grâce au digital qui est réellement en train de se développer, quoi. Voilà. Alain Yave, vous allez parler à un jeune qui est à Bongandanga, au Lualaba, au Mali. Tous ces jeunes, on va partir de votre exemple. Dans notre monde, on vous prend pour un Indiana Jones, un aventurier qui est parti de rien. Parlez-nous, c'était comment pour vous retrouver à Pygma, Kinshasa, et devant nous, dans nos caméras, et le réalisateur de Data Market.
comme moi, je pense qu'il y en a potentiellement des millions. Hein. Je pense que la nuance entre ces millions-là et les 1000 ou 2000 et 3000 qui vont se faire et qui feront probablement beaucoup plus que moi j'ai fait, c'est le fait d'avoir une idée et d'y croire, en fait. Je crois que c'est un petit peu plus que c'est un peu ça, quoi. Pour moi, c'est le fait de croire que c'est possible de faire quelque chose de différent. Ensuite, c'est avoir le courage de commencer, parce que il y a beaucoup d'idées qui meurent dans la tête. Et bon, on est parfois les ennemis de nous-mêmes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Moi, je pense que j'ai toujours cru que c'était possible. J'ai toujours pensé que le sky is the limit, que le monde était, que le ciel c'était la limite de ce que je pouvais réaliser. Et puis, bon, après, c'est le courage de plonger, et puis d'essayer, et puis je me suis cassé la gueule, plusieurs fois. J'ai perdu de l'argent. J'ai fait des projets qui n'ont pas réussi, j'ai vendu des trucs qui n'ont pas marché. Le lendemain matin, je suis rentré en pleurant, et puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, je vais faire différemment. Je me suis relevé. Voilà, quoi. Donc, un peu les choses qui arrivent à tout le monde. Je crois que, comme je dis, la différence entre les millions qui ont de bonnes idées et du talent, et les 1000 qui vont y arriver, qui vont faire plus que moi, c'est le fait d'y croire, et puis d'oser, et voilà, quoi. Je ne sais pas si je suis trop théorique. Non, c'est parfait parce qu'on le Ouais. comprend. Parce que quelle est la place de l'échec dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il faut avoir peur d'échouer lorsqu'on se lance dans un projet, par exemple, vous dites, je veux me lancer dans la com, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit avoir peur? Parce que vous venez de le dire, vous avez perdu de l'argent, vous avez même fait couler les larmes. Bah, moi, je pense que l'échec, c'est la mesure de la réussite, en fait. Ok. C'est à travers les différents échecs, en fait, quand tu es en train de poser les jalons de la réussite. On va un petit peu, je sais pas, tout le monde a appris à rouler à vélo. Comment ça marche? Moi, j'en connais très peu de gens qui sont montés sur un vélo et puis le premier jour, ils ont réussi. Même le champion du monde, je sais pas qui est champion aujourd'hui, mais bon, je prendrai un gars comme Eddy Merckx, qui a été reconnu pendant des années comme étant un gros champion. Avant de finir champion, il a commencé par tomber, hein. La première fois qu'il a monté à vélo, il s'est cassé la gueule. Ben, il s'est dit, ah, tiens, j'ai l'impression que sur une quai gauche, ça fait mal et tout. Alors il est remonté, il a commencé à éviter la gauche. Et puis petit à petit, à travers les erreurs, il a appris à s'améliorer. J'ai lu quelque part, on disait que les francophones ont une notion de l'échec, on a honte d'échouer. Les francophones ont honte d'échouer. Ils disent, ah, il a échoué, et il a honte de ça. Les anglophones, leur approche à l'échec, c'est échouer n'est pas être un échec. Échouer, c'est avoir connu un échec, et sur base de cet échec-là, apprendre de ses leçons et puis améliorer. Au contraire, ils sont fiers de dire que voilà, moi je viens de rien, j'ai échoué, voilà où je suis aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ces jeunes qui vous suivent, qui disent oui, Symphorien, Alain est avec déjà grand, nous on a un problème de financement, il faut trouver des financements, nous n'avons pas de ressources, nous sommes nous-mêmes ressources, nous avons de la qualification en nous, mais on manque de ressources. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir toutes les ressources, aller dans une banque, vous préfinancer? Est-ce que ça marche toujours comme ça? Ou bien il faut faire des efforts, des sacrifices, épargner? De votre exemple, de votre expérience. Vous savez, les gens ont des excuses. Pour construire, en effet, il faut des moyens. Ces moyens-là, il faut les générer. Ces moyens, ceux qui ont de la chance héritent. Moi, j'ai pas hérité. Je pense que la chose que j'ai héritée, j'en suis grateful. C'est quoi le mot? J'en suis grateful. Reconnaissant. J'en suis reconnaissant. Ouais. Je pense que la chose dont j'ai hérité, c'est les valeurs. C'est les valeurs de ma famille, c'est les valeurs du travail, c'est le fait d'avoir foi en moi et d'avoir une certaine fierté personnelle. C'est les valeurs d'intégrité, c'est le fait d'être allé dans des écoles où on m'a appris les bases, on m'a appris les bonnes bases techniques. Et le reste, pendant que j'étais étudiant, j'ai eu des nuits. À un moment, mes parents ne pouvaient pas m'envoyer de l'argent pour étudier, donc j'ai fait des jobs, j'ai dormi par terre, j'ai passé des nuits sans manger. C'est ça. Et donc, de l'étudiant fauché. Là, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ouais. De l'étudiant fauché en fait,
arriver à avoir un job. Pendant que j'étais étudiant fauché, il y avait des étudiants riches, ok, qui avaient hérité. Mais il y a des étudiants riches qui avaient hérité, qui n'ont pas eu de job. Il y a des étudiants fauchés, comme moi, qui ont pu avoir un job. Et le job n'est pas arrivé par hasard. Le job est arrivé parce que j'ai fait l'effort, parce que j'ai frappé à la bonne porte, parce que je me suis battu, j'ai pas été recommandé. Ça a été au fruit de... Je peux en parler plus tard, mais bon, voilà quoi. C'est de là au premier job. C'est déjà un pas. C'est déjà le chemin vers le... Et à travers ça, c'est des échecs. Hein. C'est le premier job que je dois avoir, mais que finalement, j'ai pas parce que je ne suis pas sud-africain et j'ai pas le permis. Donc, j'ai un job, j'ai une offre d'emploi, mais je peux pas prendre le job. Donc, je me retrouve dans la rue. Je prends un job comme serveur dans un restaurant. 6 mois plus tard, je refrappe aux portes et finalement, on trouve une façon de le faire. Je bricole des papiers quelque part et finalement, j'ai un job. Donc, c'était pas donné. Les obstacles étaient déjà là. Bon, de là à de mon premier job à mon deuxième job, c'est aussi beaucoup d'obstacles. Il y a des moments forts dans lesquels tout va super bien, et puis il y a des moments où ça va très 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 mal. Où moi je dis toujours, je vais de héros à zéro, je suis brillant dans ma compagnie, et puis brusquement le lendemain je suis nul et j'ai presque failli perdre mon job. Donc, et là-dessus, encore une fois, c'est se remettre en question, se poser des questions, c'est apprendre, c'est rebondir, et ainsi de suite. De là à dire que, tiens, voilà, je suis dans un bon job, et en fait, ça marche plutôt bien, parce que j'ai une carrière professionnelle dans une grosse boîte, et je suis en train de monter, et ainsi de suite. Et je me compare à mes collègues sud-africains, locaux, et tout, et je dis, vous savez quoi? Moi, je vais abandonner ce truc, je vais aller faire un truc dans le reste de l'Afrique. Et on va aller dans l'Afrique, on va changer dans le reste de l'Afrique, on va changer le monde. On va faire ce qu'on aime et ça va être intéressant, on va créer des emplois et on va gagner de l'argent et ainsi de suite. Et on rêve quoi là-dessus. Mais pendant que je rêve à ce moment-là, ben voilà, je travaille dans une compagnie quoi, d'accord, je suis manager ou directeur dans une compagnie, mais je suis juste un parmi d'autres. Mais j'ai eu un rêve. Voilà, je prends mon décompte, je viens. Mais bon, j'étais pas millionnaire, c'était pas des millions, ok. Et là c'est parti petit à petit, c'est allé brique par brique. J'arrive, c'est notre argent. Là, je vous dis, on est en 2004. Les banques ne prêtent pas. Hein. J'ai presque failli me disputer avec une banque ici parce qu'à un moment, on commence à avoir quand même des entrées, des sorties. Et on leur demande de nous prêter de l'argent et ils ont refusé, quoi. Ils ne sont pas intéressés. Donc, les banques ne prêtent pas. Les clients, c'est dur. Hein. Gérer un client, c'est carrément du... Voilà, quoi. S'il y a des hauts et des bas, ils sont capricieux. Il y a des gros comptes qui payent vos salaires. Et puis le lendemain, ils coupent le compte. Ils changent de directeur. Vous perdez le compte. Vous vous retrouvez à la paille. Vous avez des loyers à payer tous les mois. Vous avez des salaires à payer tous les mois. Non, c'est une course. Mais c'est une course qui ne s'arrête pas. C'est Donc, une course qui lorsqu'on ne s'arrête pas. C'est se pas lance. donné. Donc, ce que j'essaie de dire, en fait, pour aller court, je suis un peu long dans mes réponses, mais pour être court, en fait, c'est que non, ça tombe pas dans les mains. Le fait qu'il y en aura qui auront la chance, qui auront déjà le capital, mais ils auront des défis ailleurs. Il y en aura, comme nous, et peut-être comme d'autres qui m'écoutent, qui n'ont pas le capital de départ, mais qui ont une idée brillante, qui est tellement brillante Voilà. que cette idée-là, c'est ça leur capital de départ. Moi, par exemple, dans le cas d'espèce, on veut, comme on se dit, on va faire une agence qui fait du travail de super bonne qualité. La qualité d'une agence, c'est dans la partie stratégique, mais c'est aussi dans la partie créative. Mais je n'avais pas les moyens de payer un créatif 10 000 dollars lorsqu'on a commencé. Qu'est-ce que je fais? J'aborde un de mes amis qui est créatif, qui a justement un très grand niveau à l'international, un Sud-Africain. Je lui dis, viens, prends X% du business et viens travailler comme créa. C'est une solution. C'est un capital. Et il est venu. Oui, donc ce n'est qu'un exemple, mais les solutions, il y en a. Si vous avez une idée, vous y croyez, vous allez trouver des solutions pour les contourner. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va vous croire et qui va vous donner qui va vous prêter de l'argent. Mais bon, au Congo, on prête pas, on prête difficilement. Ce que j'ai aimé, vous avez cette sincérité de cœur pour dire que c'est pas facile. Donc, le Alain Yav que l'on voit aujourd'hui sur le plateau des Data Market a eu un parcours difficile. 2 fois, dormir par terre, dormir dehors, souffrir de famine, mais tout ça avec un but. Dans le domaine de la communication, nous remarquons qu'il y a une grande place dans le monde de la créativité. Et ma question est celle-ci. Quelle est la base doit-on avoir
lorsqu'on doit se lancer dans le monde de créa? Il faut être polyglotte, il faut connaître beaucoup de choses, un génie, un savant. Quelle est la bonne base? Lorsqu'on veut faire, enfin, écoutez, la communication c'est large. Rien que dans nos bureaux, vous avez 10 types de profils. Vous avez des gens qui ont fait l'académie des beaux-arts, donc ça veut dire qu'ils, dès le départ, ils se reconnaissent créatifs, et ils se présentent comme créatifs, et donc ils ont fait des études de créa. Vous avez une personne comme moi qui n'a pas fait des études de créa. Moi, j'ai fait des études de marketing et de finance. Je pense que je suis un créatif à la base. Lorsque je puise depuis que je suis enfant, j'ai toujours été un petit peu truc et tout. Mais bah voilà quoi. Mais je ne suis pas, j'ai pas fait des études des études créatives en fait. Même si je pense que bon, dans le marketing, il y a un peu de créativité, autre chose et tout ça. Nous avons les personnes qui gèrent les clients, qui gèrent les comptes, ne sont pas nécessairement créatifs. Et eux, leur base, elle est beaucoup plus humaine et souvent une base relativement commerciale et autres. Donc, vous avez les personnes qui aujourd'hui font, il y a beaucoup de gens justement qui font le pont entre le fait, ceux qui étaient très techno comme ça et tout, qui adoraient les ordinateurs et finalement c'est eux qui ont commencé à faire des visuels et qui commencent à devenir les créas connus en fait. Il y en a beaucoup qui sont devenus créas, mais pas à travers des études de créa, mais à travers des études techniques. Vous voyez donc je pense qu'il n'y a pas une formule particulière et le prochain directeur ou DG d'une agence peut venir de là, ou peut venir de la créa, ou peut venir d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait une formule particulière. Maintenant, si vous avez la chance tôt de savoir que ce que vous voulez faire dans la vie, c'est être un créa, c'est travailler dans une agence, en effet, faites des études pour, mais bon, sinon c'est pas requis. Hein. Et le management, comment ça se passe? Parce que là, il y a plusieurs univers. Par exemple, vous avez l'un de vos partenaires ou clients qui vous demande, par exemple, de traduire en produit ses idées. Donc, déjà, le management, ce n'est pas un management simple parce que vous, Académie de Beaux-Arts, marketing, digital, ça se passe comment? Parce que je ne pense pas qu'il y a une école qui vous prépare déjà à gérer déjà plusieurs personnes dans plusieurs domaines pour un même objectif. Quel est le leadership qu'on doit avoir? Je pense que pour moi, le mot-clé, en fait, et qui s'apprend un peu moins à l'école, même s'il y a des cours pour, je crois que le mot-clé, c'est leadership. Leadership pour soi-même et puis leadership parce que bon, finalement on se mène quelque part et on mène certaines personnes quelque part. Tout à fait. Donc je pense que leadership c'est quand même le mot, c'est comme le mot clé. Je pense que c'est le dénominateur commun, qu'on soit un créa ou qu'on soit autre chose. On a un leader, une vision de faire grand, croit dans son rêve, motive les gens d'y aller, crée de l'enthousiasme et puis les choses se réalisent. Le reste c'est technique. Être bon pour gérer les clients, ça s'apprend. Ça s'apprend dans les livres, ça s'apprend parce qu'on a un bon coach, ça s'apprend parce qu'on s'exerce et ainsi de suite et tout. Le fait de gérer des équipes et autre chose, ça s'apprend. Je dis bon, moi j'ai la chance d'avoir travaillé dans des multinationales. C'est pas par hasard non plus. Hein. Lorsque j'ai fini mes études, je voulais travailler. Mon objectif c'était, je veux travailler chez les meilleurs. Donc j'étais dans les meilleures compagnies dans le domaine. Donc je termine mes études et je choisis de travailler chez Procter & Gamble parce que dans le métier de la publicité et du marketing, c'est la meilleure compagnie au monde. C'est la meilleure école au monde. Et donc c'est là que je vais et c'est là mon pari. Et donc à travers ça, j'apprends. Donc en fait, et je leur avais dit, je vais apprendre, mais je vais apprendre chez les meilleurs. Et j'ai appris mon métier, mais j'ai appris à gérer les hommes. J'ai de la chance, quoi, que dans quasi mon second job, j'étais responsable, j'étais très jeune, j'étais brand manager, mais j'étais brand manager pour des produits de beauté, des cheveux pour les femmes. Mais au lieu de faire de la pub classique, j'avais une bande des coiffeurs, des techniciens coiffeurs, et leur rôle, c'était justement aller de salon en salon à travers le pays pour prêcher un petit peu sur la marque, apprendre. Donc là-dessus, j'avais une équipe de 12 personnes, tous plus âgés que moi, que je gérais. Et j'ai appris le management. J'ai fait des fautes dedans. Hein, donc, mais j'avais un boss, j'avais un boss qui avait un boss. Donc lorsque je faisais des fautes, il y avait quelqu'un qui me tapait dessus, qui dit mais non, ça se fait comme ça, gère-le plutôt comme ça, apprends à déléguer, apprends à avoir tort.
Apprends à donner ton feedback à quelqu'un pour qu'il ne sorte pas en se disant qu'il est nul, mais au contraire qu'il se dise, tiens, je peux améliorer ce que j'ai fait, et il donne le meilleur de lui-même, et ainsi de suite et tout. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. J'ai appris à le faire, c'est ce que je fais dans mon équipe. Il y a beaucoup de coaching ici. Voilà quoi, donc le reste, ça s'apprend. Ça s'apprend dans le métier, dans du coaching, ça s'apprend dans les livres. J'ai plein de livres. Je lis beaucoup, ça s'apprend dans le coaching, et voilà quoi. Ce que j'ai aimé en vous, c'est cette honnêteté qui est baignée dans l'humilité. Vous vous dites, je vais apprendre auprès de meilleurs. Donc pour un jeune qui nous suit, avant de se lancer, il faut passer quelque part pour être formé dans un domaine précis, là où on veut se lancer. C'est ça l'approche. C'est un choix, je crois qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas nécessairement une formule. Hein. Il y a beaucoup de grands, je veux dire, Steve Jobs, lui c'est un têtu, hein, c'est un rêveur, il y a Bokibi qui est allé, il a travaillé pour personne, il a appris, il a créé son chemin, et il a créé une nouvelle façon de faire. D'autres vont faire un MBA et une maîtrise pour... donc je pense pas qu'il y ait une formule particulière, je pense que ça dépend en fait. Moi j'ai fait un choix d'apprendre quelque part, et même pendant que j'apprenais chez les gens, je suis parti en disant un jour, bon voilà, je vais aller apprendre sur le tas. Il n'y a pas de formule particulière. Par contre, apprendre, ça c'est universel. Parce que celui qui n'apprend pas, je ne sais pas, on n'est pas avec... Il n'y a personne qui n'est avec la science infuse. Steve Jobs a été viré de Apple. Il a créé Apple, c'était lui un peu le fondateur, l'architecte. Et puis un jour, il s'est fait virer. Il est revenu plus tard, il est redevenu plus humble, il s'est réinventé, il a appris de ses erreurs et il a amélioré. Celui qui n'apprend pas, je ne sais pas comment il fait. Donc dans ces métiers, il faut savoir être humble. Je crois que dans la vie, il faut être humble tout court. Je crois que c'est... Quel est le challenge? Par exemple, souvent c'est le challenge parce que le client, comme vous le dites, souvent ils sont capricieux, ils ont des targets, ils ont un objectif à atteindre. Quel est le challenge que vous vous donnez, par exemple, lorsque vous êtes sur un projet, un gros projet? Quel est le challenge que vous vous mettez? Challenge pour nous, c'est dans notre approche, et c'est un choix. C'est un choix personnel. Je crois que c'est un choix personnel dans ma vie. C'est un choix, qui fait partie un petit peu de l'ADN de Pigma. C'est que lorsqu'on fait quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit très bien. Il faut qu'on fasse quelque chose et puis qu'on s'arrête et qu'on dise, tiens, on est fier de ce qu'on a réalisé. Il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on se dise, tiens, ça a un impact réel pour notre client, qui est notre cible principale, mais aussi autour de lui, en fait. Okay, donc, lorsque moi je fais un concert, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit exceptionnel? Notre objectif, c'est jamais de faire assez bien. L'objectif de faire, c'est faire quelque chose d'exceptionnel qui fait qu'on soit fier. Je dis toujours à mes équipes, je dis, il y a deux mesures. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait pour la gloire. C'est-à-dire, on le fait et on dit, oh ouais, c'est magnifique, c'était très, très, très bien. Tout bling bling. Et tout et tout. Donc, je veux dire, enfin, je crois que chacun est un petit peu motivé par le fait on se réalise à travers des réussites. Et donc, c'est l'idée de se dire, ah tiens, et je parle pas que pour moi, je parle pour vous, je parle de mes équipes. Donc, lorsqu'il a un projet et qu'à la fin, on lui dit, oh, félicitations, ton projet était magnifique. Il l'a fait pour la gloire. Ok, il est satisfait de s'être dépassé, d'avoir réalisé quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que ça rapporte de l'argent. Et je crois que l'un va avec l'autre. Rien que pour l'argent, je ne suis pas motivé. Il y a des choses que j'ai refusé de faire, pourtant qui auraient rapporté de l'argent. L'argent n'est pas une motivation soi-même. Mais le faire et perdre de l'argent, c'est pas non plus valorisant lorsqu'on a fait de la meilleure chose au monde et que finalement on dort affamé. Et je crois que l'équilibre entre les deux, et je crois ce qui nous motive un petit peu. Voilà, quoi. Ce que j'ai aimé dans votre réponse, qu'il y a deux fois qu'un projet, vous ne le faites pas seulement pour l'argent. C'est que j'aimais. Donc, il y a un rapport humain, il y a ce côté humain, il y a cette interaction humaine. Qu'est-ce que vous recherchez sur le plan humain quand vous partagez avec l'autre? Parce qu'un travail, c'est le monde du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous voulez donner et qu'est-ce que vous voulez recevoir? Il faut que je parle de moi-même. Moi, je suis un peu atypique, on va dire. Mais je pense que... Je crois que chacun doit connaître un petit peu sa mission dans la vie. Je crois que
Papa Wemba a laissé un héritage incroyable. Et l'héritage dont les gens vont se rappeler de Papa Wemba, c'est pas combien d'argent il avait. C'est comment, je sais pas, par sa voix, par sa façon d'être, comment il a inspiré les gens. Euh, et ça, c'est important. Et je crois que si chacun, et je crois que là, j'ai pris Wemba, mais ça va pour Steve Jobs que je mentionnais tout à l'heure, ça va pour, je sais pas, je pense que toutes ces personnes-là qui se sont réalisées, qui ont compris quelle était leur mission dans la vie et qui se sont réalisées à travers, à travers elles, et en fait ont peut-être eu un impact humain réel autour d'eux. Si je peux avoir un impact humain autour de moi, je serais fier dans mon domaine. Et si je le fais dans un domaine, je crois que la meilleure manière de le faire, c'est de le faire dans un domaine que j'aime. Parce que si je le fais dans un domaine que j'aime, dans un domaine dans lequel je peux exceller, je peux réellement me dépasser, quoi. Et je crois que ça aurait tenu si j'avais été architecte ou banquier ou autre chose, quoi. Quels sont les bons souvenirs de votre métier jusque-là, donc 15 ans, déjà 15 ans là, quels sont les bons souvenirs de votre métier? Je sais pas. Des moments forts, des moments où chair de poule, où on s'arrête, on regarde derrière soi et on pense que, je sais pas, il y a de la chair de poule lorsque, je sais pas, il y a pour moi c'est encore une fois, je crois que c'est humain, je crois que c'est lorsque j'ai vu des gens se développer que euh, j'ai vu des gens venir dire ah tiens, j'ai vu des gens se marier alors qu'ils ont commencé là et puis ils sont arrivés là. Ça, je crois que c'est un moment fort. Tout à l'heure, j'étais chez Vodacom et ensemble on était en train de travailler sur un projet. Et pour le faire, on a dû rejouer un petit peu des images, des choses que nous avons réalisées. Et puis on le regardait sur un grand écran avec la sono. Et puis je regarde, je dis waouh. On a fait ça, je le réalise pas en fait, parce que pendant qu'on le fait, vous allez réaliser que nous, quand on travaille, en fait, qu'on fait, surtout lorsqu'on est sur les gros projets là, on s'arrête pas pour regarder. Je regarde même pas le projet en fait. Je suis tellement. C'est comme on dit les cuisiniers, ils goûtent Oui, pas. Et c'est un peu pareil quoi. Donc on s'arrête jamais pour goûter quoi. Et c'est après, parfois 3 4 ans plus tard, que je m'arrête et je regarde, je dis oh, on a fait ça. Je crois que c'est là que je trouve un peu les grands moments. Voilà. Là, vous regardez votre édifice construit, vous vous dites, tiens, elle est déjà à cette taille. Parce que quand vous regardez votre parcours à ce moment, où vous avez certains de vos employés, vous regardez l'âge qu'il a, vous dites, moi j'étais là et aujourd'hui, voici le bonheur. Parce que le plus grand plaisir dans notre métier, c'est partager le bonheur avec ceux qu'on aime et ceux qui nous entourent et donner des noms à des visages dont on donne des sourires. Alain Yav, nous arrivons dans notre dernière ligne droite de nos échanges. Le temps passe vite. Hein. Et quand nous sommes avec quelqu'un qui vous dégage des ondes positives et ce succès, vous allez parler à des jeunes qui nous suivent, maintenant qui passent des moments très difficiles, qui se sont dit, oui, je me lance, je veux devenir comme Alain Yav. Mon idéal, c'est Alain Yav. Il a aujourd'hui Pigma Communication, mais moi, je suis à Lualaba, je suis à Tombouctou, je suis à l'île de Gorée, je suis même en Europe, mais je veux me lancer, je veux me construire. C'est vrai qu'il y a Pigma Communication qui existe, il y a la concurrence qui existe, mais comment trouver ma part? Comment trouver ma portion? Qu'est-ce que tu peux le dire? Des mots d'encouragement pour des gens qui, comme toi, ils ne savent même pas là où ils vont dormir. Tellement qu'ils ont foi, ils ont tout abandonné et ils se disent non, je veux réussir, je veux réussir. S'ils se le disent sincèrement, bah, ils ont déjà réussi. Parce que l'échec, moi je crois que c'est là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'autocensurent. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui disent ah tiens, ici pour réussir, il faut. J'entends ça tout le temps. Hein. Ah non, on n'a pas le capital pour commencer. Il y a le gars à côté là. On vient de passer, je crois, les 3 dernières années. C'était très compliqué hein, dans l'économie en général du pays. Et pendant que c'est réellement dur, je regarde autour de moi, je dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est dur pendant que tous les jours, il y a un nouveau supermarché qui ouvre? Et là, je m'arrête. Et en général, c'est des business, les Indiens et d'autres Pakistanais, ainsi de suite. Je dis, mais attendez, il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui a une autre formule. Est-ce que je ne suis pas en train d'appliquer la mauvaise formule?
qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Moi, c'est déjà cet esprit-là. Donc, si je sais que je veux aller quelque part, je suis certain qu'au bout, d'ailleurs, c'est sur ma page Facebook et tout, c'est ma citation, au fin fond de, c'est de Einstein, au fin fond au fin fond de la difficulté se cache l'opportunité. Et pour moi, c'est un petit peu ça, c'est que il y a toujours un angle quelque part. Il y a quelque chose que je ne vois pas, il y a quelque chose que je devrais regarder différemment. Le fait que je vais arriver au bout, si cette personne-là croit réellement, si son rêve, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent, en fait, mais qui sont mythos. Moi, je parle de ces gens-là qui ont un rêve et qui croient dans leur rêve, qui croient réellement dans leur rêve. Eh bien, ils se voient déjà au bout de la ligne, ils se voient déjà en train d'arriver. La seule question, c'est qu'ils ne savent pas encore par quel chemin ils vont faire, par quel chemin ils vont y arriver, mais ils savent déjà qu'ils vont y arriver. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé à plusieurs reprises pendant les moments durs où je suis assis avec ma direction et tout, avec mon équipe, et ils disent ouais, mais voilà, il y a ceci et puis il y a cela. Je crois que ça vaut pas la peine. Et moi, je regarde, je dis les gars, je sais pas. Vous voyez là où il y a les problèmes. Moi, je vois la possibilité de l'autre côté. Ok, faisons différent. Ah bah non, écoutons, coupons les charges. Un moment, c'est pas les charges. Un moment, c'est allons chercher un nouveau genre de client. À un moment, j'ai dit, mais tiens, mais on dirait qu'à Kin, c'est compliqué. Mais tiens, on dirait qu'au Lolaba, il y a de l'argent. On va se retrouver au Lolaba. Donc, je sais pas, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a justement les différents services. C'est parce qu'on s'est rendu compte que, tiens, dans ce service-ci, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas offrir aussi ce service-là. Donc, je sais pas, si moi, celui qui pense qu'il veut aller quelque part, qui voit déjà sa ligne d'arrivée, qu'il sache qu'il est déjà arrivé. Qu'il mette toute son énergie pour trouver des solutions, qu'il se réinvente, qu'il fasse les choses différemment, qu'il se dise que peut-être l'approche A, c'est pas la bonne approche, qu'il change d'approche, qu'il passe à l'approche B, qu'il change de produit, ainsi de suite et tout. Mais celui qui y croit, il faut qu'il y arrive, parce qu'il n'y a aucune raison, aucune, de ne pas y arriver. Aucune. Si Mandela, vous avez, moi, mes motivations personnelles, honnêtement, au plus fort, au plus bas. C'est lorsque je m'arrête un jour, je dis, mais attendez, moi j'ai vécu en Afrique du Sud. Nelson Mandela, lui me donne la chair de poule. Nelson Mandela a été 27 ans en prison. Vous imaginez, cet homme-là a fini au sommet du monde. Ça veut dire, lorsque Mandela est dans une salle, les personnes qui sont considérées comme les plus éminentes de ce monde se lèvent et applaudissent. Mandela. Ok? Cet homme-là, vous enlevez vos lunettes. Vous parlez des jeunes gens à Bongandenge, c'est où? À Bongandanga et à Tombouctou. Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont moins de chances que Mandela? Pas nécessairement. Mais moi, je m'arrête là, je me dis, tiens, si Mandela était là et qu'il est aujourd'hui là, il arrive aujourd'hui, je pense que je peux aussi. Voilà. Donc, la difficulté n'est pas une raison pour dire que je n'y arriverai pas. Au fond de la difficulté se cache l'opportunité. Il faut se poser la question, où est l'opportunité que je ne vois pas? Quelle est la place de la complémentarité dans ce monde de la communication? Parce que nous remarquons, il y a beaucoup de complémentarité. Vous avez dit, l'adaptabilité. Si ça ne marche pas ici, nous pouvons faire ceci. Si ça ne va pas là-bas, on peut faire appel à cette compétence qui nous manque. Quelle est la place de la complémentarité ainsi que de l'adaptabilité dans ce que vous faites? Il faut s'adapter. Dans ce monde, ne vous adaptez pas, vous êtes mort. Il y a 10 ans, pour communiquer, je lance une pub et je veux que tout le monde voit ma pub. Il fallait que j'aille à la RTNC, que je leur dise, tiens, voilà mon spot. Et ils allaient me donner un prix et puis j'allais passer. Aujourd'hui, je termine de monter ma pub, je la pose sur mon téléphone. Et il y a des millions de personnes qui la voient. Si je ne me suis pas adapté, celui qui reste dans le modèle d'hier est perdu. Et puis, on ne fonctionne pas seul. Il y a des gens qui sont meilleurs pour compter, ils sont comptables. Il y a des gens qui sont bons pour raconter des histoires, eux, ils sont rédac. Il y a des gens qui sont bons techniquement, ils se retrouvent en train de gérer la lumière et autre chose. Le jour où je pense que je peux tout faire tout seul, et c'est pas mal, on peut avoir beaucoup de talent, mais il n'y a que 24 heures dans une heure, dans une journée. Et donc, je vais m'arrêter quelque part. Je crois que c'est important
et justement ceux-là qui veulent grandir, qui réalisent, c'est important de s'entourer en fait. C'est important. Pour moi, c'est un peu la définition du leadership. C'est le fait de, oui, voilà où je veux arriver, mais pour y arriver, quel est le meilleur, la meilleure personne en lumière? Et ben, comment est-ce que j'attire la meilleure personne en lumière pour venir travailler avec moi? Pour y arriver, quelle est la personne qui parle le mieux? Ben, je vais chercher le meilleur présentateur et je le mets sur le plateau, et ainsi de suite. Et là, c'est complémentaire. Peut-être que je m'y connais un peu en lumière, mais je suis pas le meilleur. Peut-être que je m'y connais un peu en truc et tout. Peut-être que je parle bien, mais je ne suis pas le meilleur. Donc, si je prends le meilleur de la lumière avec le meilleur parleur, et ben, peut-être que j'aurai la meilleure émission. Voilà. Nous atteignons déjà à la fin de nos échanges si importants. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on veut grandir dans ce domaine? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je crois qu'il ne faut pas abandonner. Je crois qu'il ne faut pas arrêter de croire en soi. Je crois qu'il faut continuer à apprendre. Je crois qu'il faut être humble. C'est pas une qualité, c'est pas une grosse qualité en RDC parce qu'on aime être très vite le boss. Et voilà quoi. Je crois qu'il faut croire en soi-même. Croire en soi-même, mais pour ceux qui sous-estiment la compétence congolaise, la compétence locale, pour dire qu'il y a mieux, par exemple, pas de polémique, indo-pakistanais, libanais, chinois, ainsi de suite, la France. Qu'est-ce que vous dites? Oui, non. Les histoires, les compétences, elles sont là. Je pense que le problème, c'est pas les compétences. Je crois que le problème, et c'est là qu'il faut se remettre en question, c'est les valeurs derrière ces compétences-là. Les Indo-Pakistanais, c'est des bosseurs. Et c'est peut-être culturel, et c'est peut-être l'enjeu, parce que bon, ils viennent de loin, lorsqu'ils viennent ici, ils vont bosser dur. Et ils n'ont rien à prouver, donc ça veut dire ils vont vivre avec $1 et donner. Mais bon, mais c'est pas unique. Il y a ces compétences-là, les Congolais, il y en a 150 qui les ont. Il y en a 150 000 qui les ont. Il y a 1 million de Congolais qui ont ces qualités-là. Je pense pas que c'est. Je crois que c'est un faux débat. Je crois que c'est important de croire en soi. Je crois que c'est important de bosser dur. Je crois que c'est important lorsqu'il faut faire quelque chose, il faut aller là-bas et il faut plier les manches et les faire. C'est tout. Le reste, c'est un faux débat. Alain Yav, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine de Data Market? Oh, je sais pas, j'ai beaucoup parlé. Et bien parlé, très bien parlé. J'ai beaucoup parlé. Ben, j'espère que j'aurais dit quelque chose, j'aurais partagé quelque chose qui va inspirer quelqu'un et que ben demain il y en a qui vont faire plus grand que moi. Ne voulez pas être comme moi. C'est un manque d'ambition. Faites plus grand. Faites plus grand. C'est vrai que tu nous as donné une citation tirée d'Einstein, mais une citation qui te résume toi. Si tu peux la créer, et c'est par là que nous allons mettre fin. Je pense que sur le réseau social, je parle un petit peu j'ai comme une sorte de, c'est pas une citation, mais c'est un peu les mots clés sur mon profil en fait. Hein. Et les mots disent, c'est quoi que je me rappelle? Rebelle sans raison, rebel without a cause, rebelle sans raison, l'âme d'un vieil homme, mais le regard d'un adolescent. Alain Yav, merci. Merci à toi. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Nous avons reçu pour vous Alain Yav, CEO de Pigma Communication. Avec lui, nous avons échangé sur ce qui est l'investissement, ce qui est le domaine de la communication, de l'invente. Et vous voyez, avec cette large éventail, plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, vous voyez que l'expérience est forte. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste. Et vous pouvez suivre à volonté sur notre page Facebook Symphorien Katende, l'émission avec Alain Yav, ou allez vous abonner sur notre page YouTube Symphorien Katende TV. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, que Dieu vous bénisse.